Et quand j'arrive là-bas, à l'université, le premier jour, je me rends compte que je suis le seul noir dans toute l'école. C'est-à-dire, il n'y a pas de noirs, parce que ce sont des trucs techniques. Et puis, c'est un domaine qui n'intéresse même pas. Et je me rends compte que je suis même le seul étranger. Et je me rends compte aussi que parmi, on est 30. Par exemple, on prenait 30. L'autre école aussi prenait 30. Donc, en tout allemand, on prenait à peu près 60 étudiants par an. Et parmi les 30 étudiants, j'avais peut-être 10 camarades que leurs papas ont les entreprises dans le domaine. Vous comprenez? Donc, lui sait déjà que lui vient travailler parce que peut-être il va reprendre la société de son père. Il faut qu'il se forme. Et ça veut dire qu'ils sont aussi nés dans le métier. Ils ont grandi dans le métier. Et ils ont eu le bac. Et quand ils ont eu le bac, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se former en menuisier ou bien en charpentier pendant 3 ans. Il y a d'autres qui sont sortis. Et quand ils sont sortis, ils ont travaillé peut-être 4 ans. Après, ils sont partis se former pour devenir maître menuisier ou maître charpentier. Mais ils se sont rendus compte que dans ça, ils ont les limites. Il faut qu'ils deviennent ingénieurs. Et pour devenir ingénieur, on te demande de venir recommencer niveau bac. Donc, ils reviennent recommencer avec. Vous comprenez? Et il y avait d'autres qui m'ont vraiment passionné. Parce que là-bas, c'est bien organisé. Lorsque tu veux sortir menuisier, il y a un concours national qui est organisé. Le menuisier, ce n'est pas que tu vas venir faire un exposé sur ce que tu as. Non, tu réalises un ouvrage. N'est-ce pas? Et quand tu réalises un ouvrage, il y a un comité national qui est mis et on sélectionne, on classe. Donc, quand tu as réalisé le meilleur produit, que ce soit en menuiserie, toute ta promotion saurait que voilà le gars qui a gagné le premier prix en menuiserie en Allemagne lorsqu'il sortait de sa formation en menuisier. Vous comprenez? Et j'entre alors dans ce moule. Et moi, je me rends compte que j'ai des déficits techniques. Mais je capitalise alors dans des trucs généraux, comme les mathématiques. Je m'arrange, par exemple, que en mathématiques, parce qu'on fait les mathématiques, on fait la physique, on fait la chimie. Imaginez-vous quelqu'un qui a eu le bac, il allait faire la formation en menuiserie, il a travaillé 4 ans, et il est devenu maître menuisier, n'est-ce pas? Ça prend à peu près 8 ans minimum. Alors, quand moi je réalise comme ça, je dis que je dois avoir la première note en mathématiques, vous comprenez? Je capitalise sur ces matières-là. Et ça fait qu'on crée directement un groupe de travail. C'est-à-dire que quand ils sont venus 2, 3 fois, ils m'ont proposé qu'on a un groupe de travail. Est-ce que tu peux entrer dans notre groupe de travail? Et puis j'ai dit sans problème, je suis entré dans le groupe de travail. Le groupe de travail, c'était quoi? C'était qu'on faisait les cours. Les cours, c'était vraiment de 8h à 17h, c'est-à-dire chaque jour. Maintenant, après ça, on avait peut-être 1 heure, chacun rentrait chez lui, il se lavait, on se retrouvait à 19h chez un de nos amis et on travaille jusqu'à minuit. On rentre. Le matin, on se retrouve en classe. On fait ça tout au long de l'année. Vous voyez un peu. Et ce qui fait que quand on arrivait, il pouvait me parler, il pouvait poser maintenant des questions techniques et tout et tout. Et directement, ça fait que pendant les vacances, là-bas, moi, il fallait faire un stage, je faisais un stage dans une entreprise dans mon secteur. Vous comprenez? J'étais vraiment focalisé sur ce dont je suis venu. Parce que je voyais déjà un peu mes lacunes techniques. Il faut les combler rapidement. Vous comprenez? Et puis, pour les combler, vous formez des équipes. Mais dans les équipes de travail, il faut que tu apportes quelque chose. Si tu n'apportes rien, on te met dehors. C'est-à-dire qu'il faut que quand le gars s'associe avec toi, il sait que si tu as un problème en dessin technique, il peut t'aider. Mais s'il a un problème en mathématiques, tu dois l'aider. S'il a un problème en machin, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que c'est du donnant-donner. Si tu ne peux rien donner, on te laisse de côté. Mais si tu peux donner quelque chose. Et pour moi, c'était déjà clair et net que il faut que je leur apporte quelque chose dans tel secteur. Il faut que je leur montre que je suis meilleur dans ce segment. Et je comble rapidement mon retard vis-à-vis d'eux. Ce qui fait qu'au premier semestre, on avait 8 matières. Et quand on avait 8 matières comme ça, j'ai validé 6 matières. On avait toujours un enseignant principal, un professeur principal de la classe. Donc le premier jour qu'on revient au deuxième semestre, il entre en classe. Il parle, il dit que vraiment vous avez bien travaillé. Après, il me demande, monsieur Ndiapi, lève-toi, je me lève. Il me dit, je tiens à te féliciter. Je dis, pourquoi? Devant tous les étudiants, il dit que depuis qu'il est à l'université, il n'a jamais vu un étudiant étranger qui vient et il compose sur les 6 matières qu'on propose, il valide 4.
j'avais compris sur les 6 matières. Et la matière que je n'avais pas validée, c'était le droit de la construction. Vous comprenez? C'est-à-dire toutes les matières compliquées, les statistiques, tout, j'ai validé. Mais le droit de la construction, parce que c'était de l'allemand pur, hein, le droit allemand, c'est-à-dire je n'ai pas validé, alors que tous mes camarades ont validé. Et tout le monde savait que c'est la matière la plus facile. Moi, j'avais un peu négligé ça, mais ça m'a boosté. Et quand ça m'a boosté, je me suis dit, tiens, ma formation, c'est 5 ans. Il faut que je la boucle en 5 ans. Vous comprenez? Donc, je suis parti. C'est-à-dire que pendant les vacances, vous savez ce que je faisais? Je m'accroche sur un de mes profs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On va visiter, on peut visiter pendant les vacances même 10 entreprises dans mon secteur. Et vous savez ce qui se passe? Quand on arrive dans une entreprise, on a fait à peu près 4 heures de temps. Mais après, je dois lui faire un diagnostic de cette entreprise. On fait un diagnostic. C'est-à-dire que quand on passe comme ça, là, tout ce qu'on fait, on regarde, après on s'assoit, on dit que cette entreprise fait ça bien, ça bien, ça bien, ça bien, ça est mal fait, ça est mal fait, ça est mal fait. Parfois, on peut faire des propositions à l'entreprise. Donc, ce qui fait que, étant dans cet environnement, ça m'a vraiment forgé. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi renoncer à beaucoup de choses. Je n'avais pas de congés de Noël. Vous savez pourquoi je n'avais pas de congés de Noël? Parce que nos examens, c'était toujours le 10 janvier. Donc, ça veut dire que si tu prends les congés de Noël, tu vas revenir peut-être le 3 janvier et tu as une semaine pour te préparer pour les examens. Et parfois, c'est trop limite. Donc, ça veut dire que je pourrais peut-être me ressortir peut-être le 24 et puis le 25, pas rendre visite à quelqu'un, et puis le 25, déjà, le 26, je suis déjà dans les cahiers. Donc, ça m'a permis de faire mes études en temps réglementaire. Et j'étais le premier étudiant étranger à avoir fait ses études en temps réglementaire dans cette filière. Et durant ce parcours académique, il y a des usines, il y a des entreprises qui m'ont formé. La première entreprise qui m'a véritablement formé, c'est Vilcan. Vilcan, c'est le deuxième fabricant de meubles de bureau de luxe en Europe. Chez Vilcan, j'ai une chaise sur moi. Quand on fait une chaise de bureau, par exemple, on peut la vendre minimum à 1 500 €. Ils ont des chaises qu'ils ont commencé à fabriquer, ça fait 40 ans, on les vend toujours. Parce qu'ils s'appuient sur un design très puissant. C'est-à-dire que là-bas, le design ne blague pas. Il s'appuie sur le design, il s'appuie sur la qualité. Lorsque vous achetez une chaise chez Vilcan, elle vous dit que la chaise a une garantie de 20 ans. Donc, c'est-à-dire que les mécaniciens ont tellement travaillé la chaise qu'on est sûr que la chaise va résister. On appelle ça le Made in Germany. Donc, et elle a une ergonomie qu'on ne peut pas... C'est-à-dire quand vous asseyez sur la chaise, vous sentez la différence avec les autres chaises. Ils ont leur marché. Donc, ils m'ont vraiment formé. Ils m'ont formé dans des segments bien précis. Ils m'ont formé en organisation de la production. Comment est-ce qu'on organise une production? Bon, je n'ai pas voulu ressortir un peu les produits qu'on faisait, mais ils m'ont formé dans l'organisation de la production. C'est où j'entre en contact avec le SAP, comment l'information circule dans la production. Et je peux mettre en pratique certaines connaissances qu'on a apprises, comme les systèmes Kanban, le système Just-in-Time, de manière théorique à l'université. Et autre chose aussi, ils m'ont après envoyé dans le département de la construction. C'est-à-dire je pouvais voir comment les constructeurs construisent les meubles. C'était une société familiale avec à peu près 200 employés. Et c'est là que j'ai vraiment... Parce que là-bas, la formation, vous faites à l'université, mais vous allez aussi en entreprise. Vous voyez un peu. Et ils m'ont vraiment pris ils m'ont vraiment formé. Et quand je finis, ils me proposent un stage. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais chez Arnaud. Arnaud, c'est un fabricant aussi de cuisine, de renommée. C'est-à-dire, mais qui est 10 fois plus grand que la structure où j'ai été formé, avec à peu près 1500 employés. Chez Arnaud, par exemple, on vendait 350 cuisines par jour. Et si vous vous imaginez qu'une cuisine peut avoir 10 caisses, parce que la cuisine se décompose en caisses. Donc, ça veut dire que par jour, on avait la capacité de production de 3500 cuisines, caisses. Donc, ce sont des automates qui travaillent, c'était vraiment la dernière technologie. Et là-bas, on m'a pris dans le département de développement de produits. Donc, ça veut dire que si, par exemple, nous sommes en 2020,
je devais commencer à réfléchir sur les cuisines qu'on va produire en 2025, 2030. Donc, quand on était là, et j'avais un maître menuisier, c'est-à-dire que quand je dessinais, je l'appelais, il partait réaliser des maquettes, je peux faire valider. Et là, alors, j'entre directement en contact avec des designers, parce qu'il y a des gars qui ont été formés dans des écoles de designers. C'est avec eux qu'on travaille. Et parfois, on dit qu'il y a telle fois dans le monde, à tel niveau, nous, on doit voyager. Moi, je suis constructeur et ils sont designers. On doit voyager pour aller voir, est-ce que la cuisine qu'on veut faire en 2025, en 2030, qu'est-ce que les concurrents font? C'était ça qu'on faisait en fait. On a utilisé le plastique ou le fer. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le fer, le plastique qui va jouer le même rôle que le fer et qui sera moins cher? Vous voyez un peu? Est-ce qu'il y a tel... Donc, c'était un peu ça qu'on faisait. Et ça m'a bien forgé. Et ensuite, pendant qu'on faisait ça, pendant que j'étais étudiant, vous savez ce que je faisais? Quand on entrait, dans ma formation, je suis ingénieur en technologie du bois, avec deux grands axes de formation, les meubles et la construction des maisons en bois. Vous comprenez? Les meubles et la construction des maisons en bois. Et mon école, il y a des grandes foires dans le monde où mon école était toujours représentée. Et je faisais tout pour toujours être dans l'équipe qui va aller présenter l'école au stand des foires. Et ça veut dire qu'on devait concevoir notre stand. Puisqu'on est des menuisiers, on est des techniciens, on va pas prendre quelqu'un, c'est nous-mêmes qu'on doit concevoir nos stands. Et on faisait, c'était comme des projets à l'école. On devait concevoir nos stands, on devait aller représenter l'école. Et parfois, les écoles font la concurrence au niveau des stands. Si on sait que vous avez, par exemple, le meilleur menuisier et qu'on vient voir votre stand qui est un peu... C'est vraiment la créativité. Et comme ça, dans ces fois, comme je partais constamment, j'essayais aussi de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs aux États-Unis, dans d'autres continents. Mais l'Afrique n'était jamais représentée dans ces foires. Et je suis tombé dans un stand où il y avait un professeur aux États-Unis. Et puis on a échangé. Et maintenant, quand je l'écris, je communique avec lui, je lui dis que j'ai terminé mes études. Il me dit, tu veux venir aux États-Unis travailler avec moi? J'ai dit oui. Alors je quitte chez Alno. Je vais aux États-Unis. Et aux États-Unis, je suis à North Carolina State University. Aujourd'hui, il est comme doyen à la plus grande université de transformation de bois aux États-Unis, Virginia Tech University.